Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle Ready Player One, il est réalisé par Steven Spielberg et il est sorti au cinéma le 28 mars 2018. Je l'ai vu au cinéma et en version originale. Alors je commencerai cette critique en disant simplement que je suis pas un grand fan de Spielberg. Ouais, je sais, c'est choquant, mais c'est une réalité. Je suis pas un spécialiste du tout de lui non plus, donc. J'ai vu des films de lui, j'en ai vu pas mal même. Mais j'ai jamais été transcendé par son cinéma, même si j'admets que... Enfin, j'admets. C'est un cinéma extrêmement efficace, je pense qu'on peut difficilement ne pas l'admettre, quoi, tout simplement. J'admets qu'on est obligé de l'admettre, voilà, c'est beau comme formulation, ça commence bien. Mais bon, j'ai aimé la plupart de ses films, c'est du cinéma efficace, du cinéma en général plutôt fun, assez tendu, avec une vraie maîtrise de la mise en scène. Je vous apprends rien, tout ça c'est des tartes à la crème, Spielberg est un bon réalisateur. Mais bon, j'ai pas adoré non plus son cinéma, peut-être à l'exception de Munich, que j'ai trouvé vachement bien. Je trouvais que c'était un très bon film. Il faudrait que je le revoie, mais à l'époque j'avais trouvé que c'était un film brillant, avec une narration assez atypique et d'une complexité assez rare. Enfin, je sais pas. Il faudrait que je le revoie, je veux pas dire de bêtises, mais j'avais beaucoup aimé. Si vous avez l'occasion de mater Munich, c'est vraiment bien. Puis j'avais bien nommé la Guerre des Mondes aussi, c'était très bon avec Spielberg. Avec Tom Cruise, c'était pas mal du tout. Mais bon, en même temps, quand on me dit Spielberg en général a réalisé un film, je m'attends. Pour moi, c'est synonyme de passer un bon moment devant un film. Évidemment, Jurassic Park, par exemple, c'est pas un chef-d'œuvre pour moi, mais c'est très bon. Minority Report, c'est excellent. La Guerre des Mondes, c'est très très bon. Chacun dans des styles, je trouve, finalement assez différents. Enfin bref, voilà. Pour moi, bref, Spielberg, ça veut dire passer un bon moment. Bon, pour la petite parenthèse, il y a plein d'autres youtubeurs qui sont spécialistes de Spielberg. Il y a plein de critiques de Jurassic Park. Si vous aimez Spielberg beaucoup, je vais pas vous apprendre grand chose à mon avis sur lui-même. Je vais me contenter de parler de mon ressenti et de ce que je pense de Ready Player One. Et franchement, moi j'étais pas du tout au courant que Spielberg travaillait sur un projet de ce genre-là. J'ai trouvé ça assez intriguant de le voir grosso modo s'attaquer au monde du jeu vidéo. Je trouvais ça intéressant. Et quelque part, je me disais peut-être que ce serait le premier vrai bon film sur le jeu vidéo au cinéma. Parce que honnêtement, là, à vue de nez, j'en ai pas en tête. Peut-être Avalan de Mamoru Oshii, qui est vraiment vraiment très bien sur le sujet, mais qui est pas du tout un film facile d'accès, je trouve. Mais dans le genre film grand public qui pourrait à un moment donné anoblir le jeu vidéo au cinéma, Spielberg derrière les manettes, c'est cool, ça peut être intéressant. Et donc, qu'est-ce que ça a donné tout ça vis-à-vis de ça et en tant que film en soi? Et commençons par le commencement, le pitch. Dans le futur, une Terre surpeuplée se réfugie dans un jeu vidéo baptisé l'Oasis. Univers virtuel qui permet quasiment tout si on en a les moyens, voire même de gagner sa vie. C'est pourquoi les gens vivent dans des conteneurs de camions, empilés les uns sur les autres, dans une pauvreté forte ou très forte. Mais dans le même temps, ils possèdent tous une interface pour se connecter au jeu. Casque de réalité virtuelle, tapis de mouvement, etc., etc., au minimum. Le héros, dont j'ai oublié le prénom, est un jeune geek passionné par le créateur de l'Oasis, dont j'ai oublié le nom, mais que l'on va appeler Steven. Et il se trouve que Steven, le créateur de l'Oasis donc, peu avant de mourir, a implanté dans le jeu 3 easter eggs, 3 clés cachées, qui donneraient à celle ou celui qui le trouverait la propriété réelle du jeu. Évidemment, un conglomérat financier dirigé par un méchant en tailleur convoite les clés afin de transformer le jeu en pompe à fric, mais c'était sans compter sur notre héros qui n'a pas l'intention de laisser le rêve de Steven être dénaturé. Je caricature un petit peu le pitch, mais bon, c'est du Spielberg, c'est du bon Spielberg, voire du très bon, c'est très efficace. La mise en scène est inspirée. Je ne l'ai pas vu en 3D, mais les premières séquences, notamment la première épreuve pour la clé, qui est une sorte de course dans une ville qui s'effondre, est vraiment impressionnante. Si je me souviens bien, c'est quasiment un plan séquence dynamique, c'est vraiment décoiffant. J'avais trouvé ça vraiment beaucoup de punch, une scène assez folle dès le début. Après cette séquence-là, je trouve que le film devient beaucoup plus scolaire, entre guillemets, ou plutôt plus le film avance, plus il devient en quelque sorte scolaire.
La mise en scène de la fin, notamment, j'ai trouvé que ça manquait de punch et de spectaculaire, en fait. Plus le film avance, plus il se dégonfle un peu en termes d'intensité, en termes de mise en scène. Mais bon, ça reste du Spielberg, c'est-à-dire que la mise en scène raconte très bien l'histoire. Et en même temps, finalement, le scénario est aussi inégal en qualité. Du coup, c'est un peu cohérent que la mise en scène ait du mal à remonter le truc ou à y mettre de l'intensité, il me semble. Grosso modo, dans le film, il y a 2 axes. Le premier axe, c'est la recherche des clés dans l'Oasis, et le deuxième, c'est la recherche des indices dans l'Oasis et le monde réel, dans la vie de Steven, donc le créateur du jeu, pour trouver des indices, pour trouver les clés dans le jeu. Voilà. Donc il y a l'enquête qui se passe dans l'Oasis et dans la réalité, et la recherche des clés dans l'Oasis, qui sont donc en général les scènes d'action du film. Et là, du coup, c'est plutôt classe, toute la partie enquête est plutôt classe, parce que la vie de Steven, donc le créateur du jeu, est très intéressante. Elle est touchante et je trouve qu'elle est bien écrite. Grosso modo, ce créateur est un geek, un génie, hein, qui a mis toute sa vie dans son jeu, l'Oasis. Et du coup, il est possible de consulter en vidéo les passages de sa vie. Par exemple, pour chercher un indice sur les clés, mais surtout pour essayer de le comprendre, en fait. On comprend très vite que c'est un mec qui désire être compris. Et je trouve que c'est une très bonne idée du scénario. Le créateur qui veut être compris et qu'on comprenne son travail, au point de donner la totalité de sa vie à consulter dans son travail. Je trouve ça... Il y a une boucle là qui me paraît tout à fait cohérente et bien pensée. C'est une idée passionnante, le créateur qui est conscient d'être limité et qui donne tout ce qu'il a vécu pour essayer d'être compris. Il y a quelque chose d'ultime là-dedans. Et le film répond malgré tout par le fait que c'est très difficile de le comprendre réellement. Ça, c'est pas mal, je trouve. C'est une belle idée de dire qu'on a toute la vie d'un mec, mais qu'on peut pas forcément tout comprendre malgré tout. C'est pas parce qu'on peut la regarder que tout paraît évident. Et même la fin dit en quelque sorte qu'on n'est pas sûr d'avoir compris Steven. Et ça, je trouve que c'est une vraie finesse d'écriture. C'est le truc qui fonctionne vraiment bien, ce personnage. Et le fait que l'histoire du film tourne essentiellement autour de sa vie, je trouve que ça marche vraiment bien. Personnellement, je trouve que on voit ici le fantasme de Steven Spielberg, hein, qui se voit comme un créateur candide et geek généreux. Je pense vraiment que Spielberg se voit comme ça. En fait, le créateur dans le jeu, c'est un créateur misanthrope, notamment parce qu'il est effrayé par la vie sociale. Et je pense que Spielberg vraiment se voit plus ou moins comme ça. Mais perso, je pense qu'il y a aussi dans de Steven Spielberg, le réalisateur, dans le personnage interprété par Simon Pegg notamment, qui est le meilleur ami du créateur du jeu, c'est-à-dire du créateur du jeu. Et en quelque sorte, il est montré comme le pragmatique des deux, puisqu'ils ont créé le jeu l'Oasis ensemble. Steven, donc le créateur du jeu, serait un peu plus le rêveur, le technicien, là où Simon Pegg serait plus la part pragmatique, celle qui impose le jeu à la réalité, qui est plus en prise avec la réalité. Ouais, voilà, donc on aurait d'un côté le businessman et de l'autre l'artiste. Je caricature parce que c'est plus fin que ça. C'est intéressant parce que finalement le film ne donne pas raison à l'un ou à l'autre. Steven le créateur du jeu, donc a fait l'Oasis, l'œuvre d'art de l'Oasis, une œuvre d'art totale. Il en a fait une œuvre d'art totale en refusant les compromis même après sa mort. Et Simon Pegg a vieilli en famille, en s'éloignant de l'Oasis, mais en souhaitant aussi en défendre l'intégrité de manière plus raisonnable, mais sans y parvenir. Donc il y a quelque chose comme ça d'intéressant. D'un côté, l'un est mort en voulant défendre son truc jusqu'au bout, et l'autre l'a quitté en voulant toujours le défendre, mais du coup, par définition, n'a pas pu tout à fait le faire. Je trouve que c'est tout simplement, de mon point de vue, deux facettes de Steven Spielberg, hein, qui sont pas réconciliées, mais qui sont toutes les deux belles à leur manière. Bon, personnellement, j'aurais aimé que Spielberg soit un peu plus honnête et qu'il se personnalise aussi dans le méchant businessman du film. Je connais pas très bien la vie de Spielberg, mais j'ai vu plein de vidéos, plein de gens qui en parlent. Et puis, il est connu pour être un producteur dur et assez proche de l'argent tout de même. Hein. Il n'a pas créé DreamWorks en donnant des fleurs aux réalisateurs et en disant aux créateurs, allez-y, rêvez. Hein. C'est quand même plus compliqué que ça.
Donc voilà, j'aurais aimé que ce soit un peu plus présent dans le méchant, c'est pas le cas, du coup le méchant du film c'est un peu une caricature d'avidité, quoi. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre. Il est à peine nuancé par un tout petit truc à la fin, et encore. Du coup ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'il embrasse totalement qui il est, et qu'il se divise non pas en deux mais en trois, d'une certaine manière. Bon, en tout cas c'est mon point de vue, si vous connaissez beaucoup mieux Spielberg que moi, peut-être que vous me direz que je me trompe, mais c'est comme ça que j'ai reçu le film, et que par rapport à ce que je sais de Spielberg, c'est comme ça que je l'ai vu. Une autre dimension du film qui est très présent, qui est très 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 forte, c'est les références. L'idée du film, c'est que comme Steven, le créateur du jeu, est un geek, misanthrope, notamment avec une très très grosse culture du jeu vidéo et du cinéma, l'Oasis est bourré de références geeks, notamment des années 80, mais pas seulement. Sur le papier, c'est très sympa. Voir Spielberg investir des références en roue libre, c'est plutôt cool, je trouve, sur le papier, et on m'avait vendu un peu le film comme ça. Dans le film, perso, j'ai pas trouvé ça très intéressant. C'est joli, c'est mignon parfois, mais c'est souvent sans substance. Enfin, faut me comprendre, les incarnations physiques sont bien faites. À l'image, le Predator, il est classe. On a Chucky qui apparaît dans le film, la poupée de sang qui est vachement bien. Il y a Goro de Mortal Kombat qui est super bien foutu. Il y a la DeLorean qui est plus vraie que nature, etc., etc. Mais j'ai trouvé que souvent, c'était juste des clins d'œil. Vraiment. Seulement là, tellement de clins d'œil. Il y en a tellement dans le film, que le film en deviendrait presque épileptique à un moment donné. C'est comme si Spielberg voyait que le film était trop évident, en quelque sorte, et du coup, il devait stimuler les spectateurs par, en quelque sorte, du stimulus référentiel. Comme si ils se disaient, on s'ennuie, tiens, je vais les réveiller en mettant un truc, boum, boum, Chucky, Goro, machin, voilà. Et je trouve que la plupart du temps, c'est pas très intéressant, ces références, honnêtement. C'est vraiment dommage, parce que quand le film investit réellement ses références, il est excellent. Je spoile pas, mais on a une séquence qui fait beaucoup référence au film Shining. Bah, j'ai trouvé cette séquence assez géniale. Déjà, on a l'impression de visiter le manoir de Shining, donc pendant Shining, ce qui est quand même vraiment classe. Ça donne un côté génial au film. Entre parenthèses, je trouve que c'est un vrai fantasme de jeu en réalité virtuelle, hein, visiter l'étoile noire pendant le retour du Jedi, visiter Minas Tirith pendant le retour du roi, etc., etc., quoi. C'est-à-dire prendre des grands lieux de films pendant les films ou pendant les histoires, et pouvoir s'y déplacer librement, juste génial, quoi. Ce serait hyper kiffant comme truc. Mais je trouve que l'effet classe en plus, au-delà du fait que c'est une référence bien faite, c'est une référence bien faite plutôt parce que c'est une scène plutôt angoissante. Mais pas trop, parce que c'est quand même un film pour enfants, hein, c'est clairement ce que le film est, et je trouve que c'est très bien ça, parce que c'est encore trop rare aujourd'hui d'avoir des scènes angoissantes dans des films pour enfants, alors que c'était pourtant une excellente idée des films des années 80, et notamment de ceux de Spielberg. Moi, Jurassic Park, ça m'avait fait flipper quand j'avais 11-12 ans, j'avais trouvé ça pas archi flippant, mais les dinosaures et tout ça, j'avais trouvé que ça foutait une sacrée tension, notamment comme ils étaient filmés comme des monstres, entre guillemets. Et je trouve ça bien foutu de renvoyer les enfants à des peurs fondamentales. C'est pas une mauvaise chose, ça fait pas mal, quoi. Ça aide à prendre conscience de ses peurs, et on en a tous. Et donc à les apprivoiser, à vivre avec ces angoisses. Parce que on en a toutes dans la vie, quoi, des angoisses. D'où le bienfait de faire des scènes parfois angoissantes dans des films familiaux comme Ready Player One. C'est vraiment une excellente séquence à double niveau. C'est une excellente référence, et c'est pas que ça fait peur, mais c'est angoissant. Ça reprend bien l'essence du film Shining pour proposer une scène d'angoisse dans un film pour enfants. Donc il y a un côté un peu drôle et tout ça, ça joue quand même sur de la comédie, mais c'est plutôt bien foutu et ça cherche à être un peu angoissant comme il faut. Ça fait du bien d'avoir un réalisateur qui se reprend à faire ça. C'est pas étonnant que ce soit un mec qui avait fait ça à l'époque dans les années 80, début des années 90, et que ce soit lui qui revienne, mais je constate qu'il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui osent s'y tenter à mettre du gore ou du flippant ou du dérangeant un peu dans du film familial. James Gunn l'a fait un peu dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, un peu plus dans le 2 d'ailleurs. Mais là, à vue de nez, je vois pas d'autres qui le font vraiment. Même chez Guillermo del Toro, c'est souvent sous couvert de fable. Là, il y a vraiment un côté
ça peut être angoissant et ça l'est. Bon alors, il y a un petit élément comique qui dévisse un peu ça, mais je trouve que c'est bien fait, et du coup, mine de rien, se dire, tiens, c'est Spielberg qui revient 30 ans plus tard nous redire que c'est intéressant de faire ça dans des films pour la famille, bon, pourquoi pas, hein, peut-être que c'est juste une période de tendance et qu'on va y revenir, mais je trouve qu'il y avait des films qui se prêtaient très bien à faire ça, qui ne l'ont pas fait, et je pense pas pour de bonnes raisons. En se disant, voilà, le film familial, il faut que ça caresse les gens dans le sens du poil, on n'est pas là pour que les gens aient angoissé quand ils rentrent chez eux. Bien sûr, mais je pense qu'une des petites choses comme ça qui font des réminiscences de peur fondamentale, ça fait du bien au film en général, parce que ça a tout simplement sa place dans la vie, et que ça a, comme je disais avant, ça nous permet d'appréhender les choses de manière plus souple. Vous savez, hein, je vais résumer ce que je veux dire simplement, les films seront jamais aussi durs que la vie, jamais aussi violents que la vie, il n'y a pas de problème. Hein. Donc à un moment donné, il vaut mieux se le permettre dans le cinéma, tu feras jamais autant mal aux gens au cinéma que dans la vraie vie, il n'y a aucun problème là-dessus. Bref, je suis en la parenthèse avec mon petit laïus à la con, c'est vraiment une excellente séquence. C'est dommage que la majorité des autres références soient balancées un peu sans finesse, juste pour le plaisir geek en quelque sorte. Et finalement, et dans le film, je trouve que ça devient presque assez autistique à un moment donné. Si tu connais pas Gundam Wings, il y a un effet dans les scènes de fin qui s'effondre, mais complètement. Et si tu ajoutes que c'est souvent seulement des citations et rien d'autre, qu'il n'y a rien sur le fond de ce qu'est Gundam, Chucky, le Predator, etc., finalement, ça fait geek, mais dans le sens très artificiel. C'est vraiment, vraiment dommage. Avec autant de moyens, et avec Spielberg. On pourrait s'attendre à mieux, et je pense que c'est toujours risqué de faire des films aussi autoréférencés, aussi geek, au bout d'un moment, parce que plus il y a des références, plus ça devient geek, par définition. Surtout quand tu commences à prendre des références très, très ciblées. Gundam, encore une fois, je pense pas que tout le monde connaît Gundam. Enfin voilà, je trouve que c'est risqué parce que ça renvoie ces univers fictifs à un univers geek et à un public vissé qui ne regarderait que ça. Or je trouve que c'est toujours une bonne chose, quand on fait beaucoup de références, d'essayer de leur donner du contexte et de la densité pour que le spectateur qui ne connaît pas ait envie de le découvrir ensuite. Je sais pas, je dis pas qu'il faut forcément faire des références avec de la substance, mais quand on en met autant, au bout d'un moment, je pense que c'est mieux. Je pense que ça les rend moins artificiels et ça n'égalise pas tout au point de dire, vous voyez, ah t'es pas geek, t'as pas compris. Tu vois, je vois pas trop l'intérêt au bout d'un moment. Ça fait sourire, mais très très vite, au bout de la 20e référence, je trouve que ça perd complètement de l'intérêt s'il n'y a pas de substance derrière, autre que de dire le créateur du jeu est un geek, et les personnages qui sont dans la liste, du coup, sont biberonnés par l'univers de ce mec. Super, c'est pas le cas des spectateurs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, on s'éloigne des personnages, tout simplement. On comprend moins ce qui les branche dans l'Oasis, ou tout du moins, c'est pas ça qui nous fait aimer l'Oasis, ou qui va nous faire comprendre l'importance de l'Oasis, en tout cas, je pense. C'est plus quelque chose de très cosmétique, là, pour le coup. L'Oasis a une raison beaucoup plus importante d'exister, il me semble. Enfin, bref. C'est donc un petit peu décevant, ces références. À part une ou deux qui sont très bien faites, comme je disais, la majorité des autres, c'est quand même du stimulus pour du stimulus. Ah, j'ai vu ça. On passe à autre chose. Perso, je pense que tous les problèmes du film viennent en fait finalement du scénario qui est trop sage. C'est un scénario qui ne ménage aucune surprise. Or, dans un film, dans un univers créé par un geek, notamment un geek à la marge, quoi. Enfin, les geeks en général sont à la marge, c'est ça que je veux dire. La marge, c'est le lieu de l'inconventionnel, du différent, du surprenant, très très souvent. Parce que justement, c'est pas mainstream. C'est même voire le plus éloigné du mainstream, l'univers geek en quelque sorte. Et du coup, c'est étonnant d'avoir finalement un scénario très conventionnel, sans surprise, mais même en quelque sorte sans audace. La fin est extrêmement sage, c'est limite un contresens. J'en parlerai un peu plus dans une partie spoiler à la fin. Mais voilà, le personnage principal suit l'histoire d'un geek, et au final, le scénario est extrêmement conventionnel et va à l'encontre de ce qui fait qu'on est à la marge, c'est-à-dire qu'on n'est pas conventionnel. Ça aurait été un sens, et ça aurait permis d'aller vers un scénario beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complexe, d'embrasser ça complètement et de faire un film, par définition, non conventionnel, parce que le personnage créateur du jeu a créé un univers non conventionnel. Or, c'est tout ce qu'il propose dans le jeu, ce créateur, est très conventionnel.
C'est presque un mauvais geek, j'ai envie de dire. Il a plein de références en tête, mais c'est tout ce qu'il a gardé. Le coup des 3 easter eggs, tout ça est très évident, entre guillemets. Vous trouverez les 3 clés, vous irez à la fin. Il n'y a pas de grand twist, il y en a un plus ou moins dans le film, mais tout ça est très sage, encore une fois, et assez évident. Je trouve l'exemple le plus flagrant, sans spoiler, c'est... Comme l'Oasis, c'est un monde virtuel. Une des sous-intrigues du film est qui se cache derrière tel ou tel personnage, puisque tous les gens ont un avatar qui peut ne pas du tout leur ressembler. Je l'ai pas assez bien dit dans le pitch, mais bon voilà, tous les personnages du film ont donc un avatar, et c'est pas du tout supposé leur ressembler du tout. Donc vous comprenez très très vite au début du film, de toute façon vous voyez, le personnage principal, son avatar lui ressemble pas. Parce qu'il est possible d'avoir l'avatar que l'on veut dans l'Oasis, par exemple, on peut avoir 90 ans et être une jeune fille dans Oasis, c'est possible, on fait dans l'Oasis, on fait ce qu'on veut, quoi. Et bien là, je viens de dire une idée, tiens, tout simplement, 1000 fois plus audacieuse que ce que le film donne au final. Un personnage de 90 ans qui, dans l'Oasis, serait une jeune fille, voilà. C'est 1000 fois plus audacieux que ce que le film propose finalement. Et ça, c'est une grosse déception avec un tel univers. Et une base scénaristique telle que un univers virtuel créé par un geek. Une personne qui s'est réfugiée dans un univers alternatif et solitaire, justement parce qu'il était différent. Le film avait beaucoup mieux à faire avec cet aspect de son histoire. Et du coup, il passe complètement à côté pour nous ressortir encore une fois un vieux cliché des années 80, ici réellement déplacé, renforçant le côté oversage du film. C'est vraiment dommage. Je trouve que c'est là où Ready Player One se dégonfle complètement. C'est son scénario qui, dans son fond et sa forme, est finalement extrêmement sage, extrêmement conventionnel, et dans des ficelles qui auraient pu donner au film une complexité vraiment très intéressante avec les moyens que Spielberg avait réunis pour ce film, se plante complètement en étant sage, mais d'une manière quasi plate. Mais je peux pas en dire beaucoup plus sans aller dans la zone spoiler. Alors, mon petit bilan, c'est que c'est vraiment dommage. Il y a de vraies fulgurances visuelles. Encore une fois, la course, la séquence avec Shining, c'est des super séquences. Et mine de rien scénaristique. L'histoire du créateur est de bout en bout très belle et sensible. Vraiment. J'ai trouvé cette histoire très belle, très bien racontée. C'est l'aspect du scénario le plus intéressant du film, incontestablement. La quête du héros à côté a peu d'intérêt, ce qui m'amène à vraiment à croire que Spielberg s'est beaucoup plus intéressé à l'écriture du génie, là, et qu'il a joué un peu ce que je disais de cette schizophrénie entre les deux personnages, de Simon Pegg et de Steven, le créateur du jeu dans le film, parce que l'histoire du héros principal est pas très intéressante. Vraiment. À l'heure où j'enregistre cette critique, je l'ai vu il y a un moment le film, je m'en souviens à peine de son histoire à lui, et je trouve pas qu'elle ait grand intérêt, très honnêtement. Histoire d'amour cliché, enfin voilà, il y a tous les éléments, jeune sans le sou, histoire d'amour cliché, qui devient finalement une sorte d'élu, et ça, vu la fin en plus qui est un peu une pirouette, je trouve pas ça très intéressant. Donc voilà, il y a de bonnes choses dans ce film, il y a de vraies fulgurances, comme je disais, la scène de course, le Shining, le scénario, notamment la partie du scénario qui s'intéresse à l'histoire du créateur du jeu est vraiment très bien, mais c'est gâché par un gloubi-boulga de références trop souvent clin d'œil, et d'un scénario beaucoup trop sage, avec un tel matériau de base. Je suis pas déçu parce que j'en attendais rien, mais c'est dommage au vu de ce qui était possible, vraiment. Et donc, je l'avais posé, alors je vais quand même y répondre. Est-ce que c'est un bon film sur le jeu vidéo? Oui. Ce film m'a donné envie de tester un jeu tel que l'Oasis, ça c'est vrai. En fait, le film transmet bien le plaisir de s'immerger dans un univers familier et interactif. Et l'idée du créateur geek fonctionne ici plutôt bien. Pas parfaitement, comme je disais, mais son histoire à lui est plutôt belle et on comprend pourquoi le mec a été un geek un peu asocial, et ça je trouve que c'est beau. Ça se retrouve très mal dans sa création, je trouve, au final, mais dans l'idée, en tout cas son histoire à lui, on comprend pourquoi il était un geek, et je trouve ça plutôt bien fait. Les références à la pop culture travestissent dans le film la sensation de jeu de rôle en jeu vidéo,
l'univers familier déjà émergent, renforcé par la possibilité d'interaction encore plus immergente. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. C'est-à-dire l'idée d'avoir un avatar qui nous permet de nous plonger dans un univers qui nous libère complètement de notre quotidien. Bah, je pense qu'une grosse partie des gens qui jouent aux jeux vidéo, ils jouent pour ça, moi le premier. Et dans ce sens-là, c'est un vrai bon film de sensation de jeux vidéo. Là-dessus, chapeau bas. Belle réussite, monsieur Spielberg, vraiment. Je me souviens pas de film qui ait fait ça aussi bien. On a vraiment la sensation très tôt dans le film que le personnage se libère en allant dans l'avatar, notamment par des choix de mise en scène qui sont très bons, notamment cette idée de les faire tous vivre dans des sortes de camions, là, entassés, de containers de camions, entassés les uns sur les autres. Il y a vraiment un côté comme ça, prison, pas si sale que ça, mine de rien, je trouve, mais plutôt, comment dire, oui, il y a quelque chose comme ça de désuet, de très triste dans ce quotidien-là, plus ou moins. Et du coup, quand on va dans l'Oasis, il y a une vraie libération qu'on ressent à l'écran, qu'on ressent à l'image. Ça, c'est la sensation du jeu vidéo. Et je trouve que là-dessus, il a donné des marques, mine de rien, Spielberg, pour que beaucoup d'autres films qui se fassent sur le jeu vidéo aient ce maître étalon d'un film qui a au moins réussi ça. De dire, voilà, le jeu vidéo, c'est s'évader. Et beaucoup de gens y jouent pour s'évader d'une réalité qui est parfois trop frustrante, emprisonnante ou autre, ou je ne sais pas quoi. Je trouve que ça, c'est vraiment très réussi. Chapeau bas, monsieur Spielberg. Vraiment, c'est le bon truc de ce film-là aussi, c'est de se dire qu'on a enfin un bon film sur le jeu vidéo qui transmet une sensation équivalente à celle du jeu vidéo au cinéma. Au moins une. Et ça, c'est bien foutu. Il se perd pas pour fermer la parenthèse, sur des trucs du genre essayer de rendre l'impression d'interaction dans le film. Ça peut être intéressant, mais ça fonctionne souvent dans des mini-séquences. Je suis pas encore certain qu'il y ait un film qui le joue aussi bien. Petite parenthèse dans la parenthèse, c'est vrai que j'ai pas vu le film, j'avais commencé à mater le film en réalité virtuelle, n'importe quoi, mais qui pourrait l'être d'ailleurs. Le film qui était complètement en vue subjective, j'ai oublié le nom, avec un film complètement hardcore et violent, j'avais commencé à le mater, et en fait ça m'avait foutu la gerbe, puisque je suis très susceptible au motion sickness. Le motion sickness, c'est un... Quand on joue aux jeux vidéo notamment, c'est très présent, parce que c'est un dysfonctionnement entre l'œil voit et l'oreille interne. Et en fait, moi par exemple, je peux pas jouer au jeu en vue à la première personne. J'ai la gerbe, je me sens pas bien, j'ai mal au bide, j'ai mal à la tête au bout de 5 minutes. Donc j'ai dû laisser tomber ce film, dont j'ai oublié le titre, tant pis. Mais du coup, je pense que c'est un film qui essayait en quelque sorte de transmettre la sensation d'interaction dans un film. Faudrait que je le revoie à l'occasion, tiens. Je sais que Durandal en avait fait une critique, il faudrait que je retrouve le titre. Mais je pense que pour moi que c'est peine perdue et que c'est beaucoup plus intéressant dans le cinéma d'essayer de traduire d'autres émotions du jeu vidéo. Non pas l'interaction, mais l'évasion, ou tout simplement d'autres éléments comme la complexité de l'univers, la durée, par exemple. Comment tu rends le fait qu'un jeu dure 12 heures dans un film d'1h30, ou 2 heures, 3 heures. Ça me paraît beaucoup plus intéressant comme défi. Bref, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, sur cette première sensation d'évasion dans un monde virtuel, le film réussit à plein tuyau. Je trouve que c'est vraiment très très réussi, et c'est ce qui fait que le film tient plutôt debout au final, d'un bout à l'autre. Après, pour ce qui est du sens, je vais vous en parler un peu plus dans la partie spoiler. Bah, je remercie ceux qui ont écouté la vidéo jusque-là, parce que je vais passer dans la partie spoiler. Vous n'hésitez pas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, partagez, likez, commentez, ça m'intéresse toujours beaucoup. Merci beaucoup à vous les amis, et je vais enchaîner pour ceux qui le veulent avec la partie spoiler. Je parlais donc du sens du film, et notamment du sens du film sur le jeu vidéo. Même si j'ai aimé la sensation que le film a réussi à proposer, comme je le disais dans la partie non-spoil, ça reste, je trouve, trop sage au final. Le héros notamment dit à la fin que l'Oasis sera fermé les mardis et les jeudis parce que la vie est mieux. Déjà dans le contexte du film, avec une terre surpeuplée et polluée, est-ce que la vie est encore vraiment mieux? Pragmatiquement, ça se discute. Je comprends ce qu'il veut dire, hein. Il y a l'amour dans la vie et tout ça, machin, bon ok, on comprend, il a trouvé sa copine et tout, ok, j'ai pige l'idée, mais je trouve que dans le contexte du film, c'est très limité comme truc. Il pourrait être très amoureux dans le monde virtuel, je vois pas en quoi ce serait un problème. Le film porte en lui comme ça des clichés, comme de quoi comme si l'outil pouvait être porteur de non-sens ou de sens. Je l'ai déjà dit probablement dans d'autres vidéos, mais il y a des gens qui partagent des relations extrêmement fortes sur Messenger, sur des forums,
Je vous conseille d'aller voir le forum 1825 de JVC, il y a des gens qui échangent des choses très très fortes. Il y a bien sûr, là, il y a une communauté hyper virilisante, tout ça, on connaît les mauvais côtés du forum, mais il y a des gens qui partagent des choses hyper intéressantes et qui échangent, sans s'être forcément rencontrés IRL, et qui ont des relations amicales là et pas ailleurs. Et c'est pas grave qu'ils se rencontrent pas dans la réalité. Il en va de même... je sais pas, sur Skype, sur tout ce qu'on peut avoir comme élément de relation virtuelle. Le virtuel, l'internet et tout ça a permis d'avoir d'autres types de relations avec d'autres types de distances et de rapprochements. Et c'est tout aussi fort parce qu'il y a des humains à la source. Donc on peut être amoureux là, on peut tomber amoureux, on peut rencontrer, on peut avoir des coups de foudre, on peut... La référence, je trouve, qui règle la question pour les gens qui me disent « Non, mais attends, c'est pas la réalité, quand même la réalité c'est autre chose, machin, c'est plus intense et tout. » Déjà, le nombre de gens qui se font la gueule en se voyant tous les jours et qui ont des relations artificielles en voyant les gens constamment en réalité, je trouve pas qu'ils ont gagné au change. Et le truc qui règle la question pour moi, c'est, si vous dites ça, c'est qu'à l'époque, vous écriviez des lettres papier, vous y croyez jamais. Or, il y a eu des tas de films, des tas de livres qui ont parlé de relations essentiellement par lettres pendant des vies en entier, qui ont été d'une intensité incroyable, et où il y avait du vrai amour, c'était pas du virtuel. On n'allait pas dire aux gens qui écrivaient des lettres « Attends, qu'est-ce que tu fous? Tu ferais mieux de le rencontrer en réalité, franchement, tu vis dans le virtuel, là, en écrivant sur ton papier. » C'est complètement con. Je suis désolé, mais c'est complètement con comme point de vue. De mon point de vue. Et j'estime que, de facto, le film à cet endroit-là est vraiment à la masse en disant « Non, mais en final, il y a que la vraie vie. » Mais s'ils se sont rencontrés dans l'Oasis et qu'ils se sont aimés dans l'Oasis, c'est pas un mal. Et s'ils choisissent de s'aimer là, c'est pas un mal. Ils sont pas obligés de passer, entre guillemets, à la réalité. Il n'y a pas de convention de vie préétablie. C'est ça que je veux dire. Et la virtualité, c'est aussi, à un moment donné, la possibilité d'envisager la vie autrement. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, que le film rate complètement. Parce qu'en plus, comme je disais, la Terre est surpeuplée et polluée, donc déjà, j'imagine qu'il y a des problèmes de santé, que les gens ne peuvent pas forcément se rencontrer, que ça doit être très compliqué de se déplacer, enfin, plein de choses comme ça. Heureusement, dans le film, comment dire, effet hyper pratique, ils sont dans la même ville. Si j'ai bien compris, l'Oasis, c'est dans le monde entier, mais tous les gens du film sont dans la même ville, hein. Donc ça va, la surpopulation, la pollution, c'est pas... On va pas aborder la question des avions et tout ça, parce que de toute façon, ils sont dans la même ville, tous. Les mecs qui vont régler le conflit mondial sont dans la même ville, c'est quand même cool la vie, hein. Bref. Donc déjà, à cet endroit-là, le film est vraiment très faible. Mais en plus, dans l'Oasis, visiblement, le sexe est possible. Pour peu qu'on puisse s'acheter le matériel, mais ça a pas l'air d'être un matériel non plus inaccessible. Cher, mais pas inaccessible. Sans compter que pour le coup, bah, maintenant que j'y pense, c'est même plus safe comme sexe. Enfin, je caricature parce que bon, vous comprenez où je veux en venir. Là, on passe la comparaison avec notre époque s'arrête là parce que nous, le sexe virtuel, c'est peut-être un peu limite quand même. Il faut peut-être quand même passer à la réalité à un moment donné. Mais dans le contexte du film, l'Oasis, on arrive à se transmettre des émotions extrêmement fortes, de toucher des sensations de ça par le jeu. Et c'est là où je peux pas adhérer du coup au sens du film quand il dit que l'amour est dans la vie non virtuelle. Je comprends ce qu'il veut dire, bien sûr que concrétiser l'amour avec la personne que l'on aime dans la réalité, bah, dans la réalité tout simplement on peut se toucher, se voir, cohabiter, partager un quotidien, plein de choses comme ça qui sont évidemment beaucoup plus complexes quand on a une relation que dans le monde virtuel. Mais au final tout ça est très sage et finalement assez peu avant-gardiste par rapport à ce que toutes les questions que pourrait poser un jeu de réalité virtuelle tel que l'Oasis. Enfin, vous avez compris où je veux en venir. Comme je disais, les outils ne font pas l'intensité des relations. On peut être amoureux par lettres, alors pourquoi pas par réalité virtuelle, bref, je vais pas répéter ce que j'ai dit. Ensuite, l'Oasis est plus qu'un lieu de jeu, hein. Les rendez-vous dans l'Oasis sont possibles. Alors pourquoi pas des rencontres pour discuter, échanger, ça semble possible. Pourquoi ne pas donner son identité forcément? D'ailleurs dans le film c'est un truc qui est très... oui parce qu'ils vont se faire voler ses données, mais surtout je trouve quand on n'a pas d'argent, ou très peu, tu te fais voler ton avatar, ah mon dieu, bon bah t'en prends un autre. Enfin, j'ai trouvé ça absurde. L'Oasis ne force pas à se cacher, c'est la compétition qui mène à ça. Donc les rencontres et l'amour, donc là, on va dire le côté pacifique de l'Oasis est possible. Donc les rencontres et l'amour sont possibles entre des personnes de tout horizon social en plus, c'est quand même quelque chose de classe. Aussi bien des vieux que des jeunes, de toutes religions, etc. Il y a un potentiel de rencontre qui est décuplé grâce
aux avatars dans l'Oasis. Donc, c'est pas un peu réducteur sur le potentiel de l'Oasis et du jeu vidéo à la fin du film? De dire, voilà, l'amour est dans la vraie vie, il vaut mieux vivre dans la vraie vie quand même. Je trouve que c'est assez clair que le film est réducteur sur ce que le jeu vidéo peut créer et sur ce qu'un univers tel que l'Oasis pourrait questionner. Je vais être cash, mais je trouve que Spielberg fait un peu le vieux con sur ce coup-là. Il y a plein de choses dans le film qu'il a très bien géré, mais alors ça, non. Alors je suis un peu méchant, mais vous voyez ce que je veux dire, il y avait un autre potentiel dans ce film sur la question du jeu vidéo, notamment au niveau du sens. Les autres aspects ratés, un des autres aspects ratés, je l'ai évoqué dans ma partie non spoil, c'est le fameux qui est qui. C'est-à-dire donc on peut se faire n'importe quel avatar, gros, petit, jeune, vieux, tout ce qu'on veut, extraterrestre, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et là le film il est hyper décevant. Parce que très vite dans le film tu te demandes qui est qui, tu te demandes qui se cache derrière les avatars. Et c'est très très décevant. Parce qu'au final, voilà, comme vous l'avez vu, c'est juste un groupe de gosses, quoi. Les Chinois, les Asiatiques du jeu sont Chinois. La jolie fille est une jolie fille. Le grand Black est en fait une jeune Black. Waouh, arrêtez, c'est trop, quelle surprise! Enfin, je veux dire, putain, ça aurait été tellement plus intéressant que ce soit des personnes de bords très différents. Je sais pas, une vieille blanche qui soit un très pauvre hispanique. Sa copine est en fait un garçon qui a peur de s'affirmer, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quoi jouer sur les représentations, sur la marginalité, sur le besoin comment dire, de se créer un monde où on bousculerait les attentes sur qui on est. C'est quelque chose de très naturel, ça, je trouve. C'est un film qui avait un potentiel fou. De montrer la culture geek comme un vecteur d'union créative par la passion pour des personnes souvent ostracisées ou qui plus simplement ne trouvent pas leur place dans leur place sociale. Et je trouve que c'est incroyable que le film soit passé à côté d'un tel potentiel. Ils se sont peut-être posé la question, mais visiblement ils l'ont pas travaillé à l'écriture. Et quel dommage! C'était hyper intéressant dans ce film-là, spécifiquement dans ce film-là. Avec l'histoire autour d'un créateur geek qui a fait un jeu vidéo dans réalité virtuelle où tu peux te créer n'importe quel avatar avec n'importe quelle référence, t'es libre d'y aller comme un fou. Parce que visiblement, les gens payent pas de droits d'auteur pour pouvoir utiliser toutes les images qu'ils veulent dans ce monde virtuel. Nom de Dieu! Mais quel kiff ça aurait pu être d'avoir des gens qui prennent des avatars complètement différents. Au final, tous nos personnages principaux sont consensuels. Le businessman se fait un avatar qui est un businessman. Enfin, c'est très très décevant. C'est une lecture très faible d'un tel univers. Et c'est là où je reviens à ce que je disais sur ma conclusion d'avant. J'aime beaucoup la sensation de liberté, mais dans le fond et dans le sens... Spielberg, il connaît pas grand-chose aux jeux vidéo, ou alors il en sous-estime clairement le potentiel social et émancipateur. Je pense vraiment, vraiment beaucoup. C'est dommage vraiment, parce que l'écriture du personnage du créateur du film est intéressante jusqu'au bout, avec ce créateur qui ne fait plus qu'un avec son œuvre. C'est une image, imagine superbement ce créateur et son œuvre qui sont intimement liés. C'est beau. D'autant plus que le personnage est touchant parce qu'il est bien écrit. Pour moi, c'est la réussite du film, finalement, en termes de sens. Le rapport fond-forme est nickel. Sur le jeu vidéo, comme je disais, il y a une distance entre le sens et cette réussite du film. D'un côté, on a réussi à nous transmettre la sensation d'évasion du jeu vidéo. De l'autre, on a ce sens très consensuel, très sage, très mou, qui dit non, mais au final, c'est comme la réalité qui est mieux, faut pas se perdre trop dans les univers virtuels. Oui, mais 2 jours par semaine, il faut arrêter de jouer quand même. Tout ça, c'est hyper, comment dire, consensuel. Et c'est dommage. Je trouve que ça vide beaucoup de sa substance. Une grosse partie du film, c'est pour moi ce qui fait le point faible du film et qui fait que ce film est finalement peut-être dispensable. Ça reste un bon Spielberg, mais c'est un film assez dispensable. Et de l'autre, on a cette excellente mise en image de l'histoire d'un créateur par rapport à son œuvre, et du rapport à son œuvre, et du rapport à sa propre vie de manière intime, comment les deux sont imbriqués, liés l'un à l'autre, avec cette idée des easter eggs. Donc il faudrait découvrir les clés, les mystères de son œuvre pour connaître, rencontrer encore plus l'artiste et comprendre ce qu'il a voulu faire, essayer de le comprendre en tout cas. C'est beau, c'est ce truc de vouloir comprendre qui sont les gens qui nous touchent et qui nous amènent à nous questionner, les créateurs, les artistes et ainsi de suite. Et là on sent vraiment Steven Spielberg qui a envie de dire « Faites ça sur mon travail, j'ai fait des films depuis des années,
Vous le faites déjà, mais je pense que c'est un truc qu'il faut faire, c'est beau, il faut le faire. Et ça, je trouve ça bien, même si on peut y voir quelque part, comme je disais, un petit côté narcissique. Vas-y, intéressez-vous à mon univers, il est aussi riche que ce mec. C'est pour ça que j'ai appelé le créateur dans toute la critique Steven, il s'appelle pas comme ça dans le film. Mais je trouvais que ça a un petit côté mégalomane, même si c'est très très bien écrit. Et en plus, bon, voilà, comme je disais, hein, le businessman, ah non, Spielberg, c'est pas un businessman, ah non, certainement pas, hein, c'est un rêveur, c'est un mec qui a essayé de trouver une certaine pragmaticité dans son univers et d'essayer de coller à la réalité économique de son époque, mais c'est pas du tout un mec avide de fric, ouais, bon, s'il te plaît, quoi. On te connaît, hein, y a quand même assez d'histoires sur toi pour savoir que t'es peut-être pas le pire Hollywood, mais t'es pas un ange non plus. Donc bref, j'aurais aimé un petit peu d'autocritique à cet endroit-là. Tant pis. En tout cas, c'est un film que je recommande parce que je trouve l'histoire du créateur assez intéressante. Il y a quand même de très très belles séquences visuellement, et pour peu que vous aimiez l'univers référentiel et que vous soyez pas comme moi emmerdé au bout de la 12e référence qui vient là pour rien, vous allez prendre votre pied. Moi je pense qu'il y a beaucoup trop de références mal faites et que sur le sens du jeu vidéo, c'est assez décevant. Nonobstant, c'est un beau film. Ça reste un film efficace, ça reste un bon film. Sage, faut pas s'attendre à être bouleversé je pense. Mais bon, c'est quand même un des premiers films que je vois traiter vraiment la sensation de libération du jeu vidéo, aussi bien en termes émotionnels. Du coup voilà, c'est un film un peu en dents de scie, mais je peux pas dire non plus que j'ai été déçu parce que j'en attendais rien, et du coup j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais c'est clair, j'attends toujours la pierre angulaire, le film, qui va vraiment traiter le jeu vidéo en fond, à fond, et qui va trouver le grand public. Parce que je pourrais parler d'Avalon à cet endroit-là, de Mamoru Oshii, mais je le ferai dans un après le film. Je vais en faire d'ailleurs un double épisode assez long, celui-là ça va me prendre un temps fou comme travail, parce que c'est un film très complexe, pas facile d'accès. Et du coup ça me demandera du temps. Mais pour moi c'est le film ultime sur la question. Malheureusement, il n'est pas du tout grand public. J'aurais bien aimé qu'un film grand public aille plus loin, aussi loin, si possible, qu'Avalon. Voilà, et je trouve que Ready Player One en avait le potentiel. Je vais m'arrêter là, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté les amis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la série H-Show, n'hésitez pas à Facebooker, tweeter, Instagrammer, commenter sur YouTube, partager, liker, commenter, ça aide beaucoup à ce que les vidéos soient vues, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de la série H-Show. Salut les amis, ciao ciao.